troisième et dernier temps de mon exposé, après la petite partie de témoignage initial, je voudrais encore indiquer une troisième cause qui me semble majeure pour comprendre la baisse du niveau d'exigence à l'école ou le déplacement des types d'exigences que l'on observe dans le système scolaire. Et je pense cette fois à la révolution individualiste dans laquelle nous sommes engagés depuis la Seconde Guerre mondiale et qui diffère considérablement de l'individualisme typiquement bourgeois qui s'était développé au cours des siècles précédents. Alors, pour parler vite, pour moi-même faire en quelque sorte baisser le niveau d'exigence en utilisant des résumés un petit peu raccourcis, la bourgeoisie a fondé une partie de son essor sur l'usage de la raison, du calcul, des sciences, du savoir en général. Elle en avait d'abord besoin pour des raisons instrumentales, commercer au long cours ou produire plus et vendre moins cher de manière à écraser ses concurrents. Cela exige de maîtriser le calcul, la comptabilité, les langues étrangères, les sciences de la nature, les techniques. Mais la bourgeoisie avait besoin du savoir aussi pour des raisons qu'on pourrait qualifier d'idéologiques ou sociales. Elle ne pouvait pas asseoir sa légitimité de classe montante sur la pureté du sang ou sur le courage d'affronter la mort sur les champs de bataille comme le faisait l'aristocratie encore dominante. Dans sa lutte symbolique et politique contre l'aristocratie, la bourgeoisie a surtout cultivé sa supériorité intellectuelle, culturelle, scientifique, technique, la rationalisation de ses méthodes de production et de ses techniques d'organisation du travail. Elle a souligné le progrès apporté à l'humanité entière par les Lumières ou par les avancées scientifiques dont ses savants et ses techniciens avaient le secret. Enfin, comme l'a montré David Riesman, la bourgeoisie devait imposer à ses enfants une éducation longue et rigoureuse pour les préparer à affronter les carrières nouvelles, les opportunités inédites, les difficultés changeantes qui attendaient les nouvelles générations dans un monde en changement perpétuel, sorti de sa gangue traditionnaliste. À ce titre, elle a forgé un premier type d'individualisme, rigoureux et austère, et elle a affiché ostensiblement sa supériorité culturelle, dont elle a mis les fondamentaux et les réquisites au cœur de l'organisation de l'école. Aujourd'hui, le contexte est très différent et la bourgeoisie n'a manifestement plus besoin, je pense à la haute bourgeoisie, de la culture pour se légitimer. Elle s'est tournée vers des voies plus faciles. Je me permets à nouveau une anecdote personnelle. Il se trouve que je fréquente Knock depuis des années parce que j'y ai des amis. Et au fil du temps, j'ai bien dû constater que, sauf erreur de ma part, cette ville ne possède qu'une seule librairie digne de ce nom. Et comme par hasard, une librairie francophone exilée tout au bout de la digue. Par contre, on y compte par dizaines les galeries d'art, les marchands de tableaux, les décorateurs, sans parler bien sûr des concessionnaires de voitures de luxe. C'en est presque fini, dans de nombreuses familles bourgeoises, de ces bibliothèques majestueuses qui devaient impressionner les invités, même si le maître de maison, généralement, n'en avait lu qu'une maigre part. Et c'en est presque fini aussi de ce que Bourdieu avait pu appeler il y a quelques dizaines d'années, avant le développement massif de la télévision puis du numérique, de ce qu'il appelait la bonne volonté culturelle de la petite bourgeoisie, qui tentait de s'extraire symboliquement de ses origines populaires en achetant des encyclopédies ou des volumes de la sélection de Reader's Digest. Aujourd'hui, la culture ne paye plus, l'argent est légitime par lui-même et il s'affiche davantage par le luxe que par des marqueurs de distinction intellectuelle. C'est dire que dans ce cadre, et pour une autre raison que je vais évoquer bientôt, le nouvel individualisme est de nature très différente de l'ancien, et cela se traduit à l'école. Ce nouvel individualisme n'est plus fondé sur la capacité à atteindre par ses propres efforts d'éducation, de volonté, d'apprentissage, un haut niveau d'exigence, pas plus qu'il n'est encore fondé sur une recherche de distinction sociale par la voie de la culture ou de la connaissance. L'individualisme contemporain, qui est beaucoup plus égalitaire, repose sur l'affirmation, encouragée par les parents,
de la valeur inconditionnelle de chaque enfant, qui est désormais un enfant issu du désir d'enfant, un enfant voulu et choisi par ses parents sur fond de maîtrise de la contraception. Je renvoie ici aux travaux de Paul Lyonnais. Et dans ce contexte, l'école a progressivement épousé les traits caractéristiques d'une époque individualiste fondée sur cette promotion de l'épanouissement individuel de chaque personne considérée comme précieuse, irréductiblement singulière et méritante par elle-même. L'école, dans ce contexte, cultive aujourd'hui une répugnance typique d'une société individualiste de ce type pour la contrainte, pour la patience, pour le drill ou pour la mise en cause des carences. Elle cultive aussi une atmosphère de bienveillance à l'égard de tous les enfants, ce qui est très positif en soi, mais qui peut conduire à ce que je me suis permis d'appeler une pédagogie du renoncement dans cette chronique du soir évoquée tout à l'heure. L'école met l'accent désormais sur la socialisation, l'écoute, le dialogue, le partage des expériences, l'autonomie, la libre adhésion à la norme ou la co-construction des normes, au détriment des méthodes traditionnelles, pour lesquelles je n'ai pas toujours de nostalgie, mais qu'on accuse peut-être un peu vite d'encourager purement et simplement la passivité des élèves. Comme la société en général, l'école renonce petit à petit au contrôle, à la contrainte et à la sanction, au profit de méthodes participatives ou constructivistes, fondées sur le désir, sur le vécu ou sur l'implication des élèves, sans qu'il soit tout à fait prouvé apparemment que cela suffise toujours à garantir un bon apprentissage. L'école se voit encore invitée à vivre avec son époque, à être de son temps, au risque parfois de basculer dans la superficialité ou dans les faux défis. Dernier témoignage personnel, j'ai été frappé au cours des travaux du pacte d'excellence auquel j'ai pu participer par l'obsession de certains intervenants à réduire la fracture numérique à l'école, comme si les jeunes, même et surtout dans les classes populaires, manquaient de familiarité avec les outils numériques. Réduire ma fracture numérique est une bonne action, celle des jeunes me paraît nettement moins utile. Et je m'étais permis de faire remarquer que c'était peut-être plutôt la fracture livresque aujourd'hui qu'il faudrait réduire en n'ayant pas peur d'apprendre au mot passant, d'amener les élèves à découvrir des terrains incognita, ce que l'on appelait il y a 2 générations encore la culture classique ou la culture tout court. Bref, et je dis bref parce que je sais que je suis trop long, l'école me paraît s'être accommodée des handicaps socioculturels des élèves défavorisés et de l'enseignement par compétence, parce que les notions de savoir, de culture et de transmission ont reculé dans la société en général, et parce que la valeur d'exigence que l'école devait cultiver a cédé le pas devant la quête de l'épanouissement. Il ne s'agit plus d'insérer les élèves dans un cadre intellectuel et symbolique jugé incontestable et renforcé par la famille, mais plutôt de leur offrir une multiplicité d'approches leur permettant de construire le cadre qui leur conviendra, qui fera sens pour eux. Le niveau d'exigence s'est déplacé ou abaissé, chacun en jugera, parce que la confiance placée dans les savoirs et les règles à transmettre a chuté. Au regard du juge suprême que constitue l'attente personnelle de l'enfant, ses aspirations, son projet, tout contenu est relativisé a priori, ne possède plus de légitimité intrinsèque. Et ce d'autant plus que, et c'est là avec le numérique un autre facteur qu'il faudrait idéalement développer, et ce d'autant plus qu'une bonne partie des contenus scolaires a fait l'objet depuis plusieurs décennies d'une déconstruction d'une critique savante, à laquelle j'adhère le plus souvent, mais pas forcément pour ses effets pédagogiques ou culturels. Une bonne partie donc des contenus scolaires a fait l'objet d'une déconstruction d'une critique savante qui a montré la complicité de ces contenus, non seulement avec une classe sociale bien déterminée, mais avec la volonté de domination d'une civilisation entière, la nôtre, accusée, pas tout à fait à tort évidemment, d'être à la fois bourgeoise, capitaliste, patriarcale, impérialiste, colonialiste, productiviste, scientiste, spéciste, ethnocentriste, et j'en passe. Dans ces conditions, l'école ne peut plus rester, comme le pensait Hannah Arendt, une institution
conservatrice par nature car vouée à la transmission. Il n'y a tout simplement plus grand-chose d'évident à transmettre.